Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Funeste Fred numéro 68, notre texte, poème, et c'est un hommage d'ouverture. Je vous donne les références après, et si vous avez l'habitude, vous êtes au courant, mais pour toutes les références, pour tous les bouquins, les textes, pour tous les bouquins dont il sera question, comme d'habitude, il faut regarder en dessous. Ça se passe en dessous de la vidéo, pour ça c'est en dessous, c'est en partie description. Notre poème, un hommage, oui, notre texte d'ouverture, nous allons traverser l'Atlantique, on part en direction du Mexique, et on traverse l'Atlantique et nous allons aussi, vous allez pouvoir en juger par vous-même, nous allons également remonter le cours des siècles. Ce poème, c'est un salut toltèque venu de Tulum. On te traîne sur les marches de la chambre sacrificielle. On évacue ton cœur dans l'embarras du feu, et d'une famille de zopilotes chargés d'élaguer ton corps, les prêtres te quittent après avoir lié tes poignets avec ton sang. Le blé qui entend ton cri s'agite 100 marches plus bas et se rue contre les colonnes du temple. Nulle part je ne retrouve ton appel. L'étang a plié ta douleur. Sa vase s'est nourrie de l'herbe de ton pagne. Salut Toltec, venu de Tulum, la vieille. Pour éprouver la compassion de la planète, ton nom sonne comme débris de silex, comme hochets démantelés d'enfants. S'émiettent les siècles et les continents. Tu restes à la merci des marches, les dernières à t'avoir entendu siffler ton cœur à la manière d'un merle. Le monde crie dans ta bouche depuis 1000 ans et gesticule dans tes bras évaporés. À un lancer de pierre de ta voix, Chichen Itza repeint ses tombes en jaune ocre et lave à grande eau ses morts multicolores. Tu te faufiles dans les iguanes du stade entre lune et jonc et t'inclines bas devant les serpents de pierre quand l'arbitre invisible annonce la fin des jeux. Fête muette, les cris des vainqueurs, ceux des vaincus pendus au mur, sont enfouis sous 3 strates de terre. Une balle imaginaire frappe depuis 10 siècles les murs parallèles. Cantounil et Izamal se renvoient son écho rouillé. Les femmes et les vautours d'Izamal ont le même duvet de rue, le même vol lourd qui racle le sol. Femmes et vautours d'Izamal se partagent équitablement les fonds des calebasses. 3 hivers plus loin, à Toluktum l'édenté, les champs de Cisal découpent le jour de leur feuillage. Une terre rétive se refuse à la serpe, et la machette oubliée en bordure du chemin prend racine dans l'air. 1000 ans ont passé sur ton cri, Chichen Itza, égorgea ses puits, un dieu en haillons surgit de sous chaque pierre, ils se bousculaient et bandaient leur rire jusqu'au temple. Ils riaient quand toi, tu sifflais ton cœur à la manière d'un merle, dans l'embarras du feu qui s'agrippait au mur et d'une famille de zopilotes chargés d'élaguer ton corps. Je marche à reculons sur le lieu de ton sang. Le sable m'imite 100 marches plus bas et titube dans les angles. Une même entaille de ta poitrine jusqu'à Touloum, la même, pour agglutiner Chichen Itza sur le couchant. Qu'est devenu ton pagne? Avril l'a renvoyé à décembre, et la lune s'en est servie pour couvrir les temps. Vénus courut
Gata, la grande poétesse, elle vient de prendre congé de nous et ce texte, vous le trouverez, je ne sais pas si ce recueil, d'anthologie poétique, on peut le voir comme ça, vous arriverez encore facilement, oui, peut-être en occasion, en ligne avec un peu de chance, pour ce qui est de vous le procurer, ce recueil auquel l'éditeur L'Âge d'Homme avait donné le titre de «L'Atelier imaginaire». Oui, l'Atelier imaginaire poésie en 1988. C'est là-dedans que vous trouverez ce fragment que je viens de vous lire et également celui que j'aimerais, si ça vous dit encore, vous lire dans quelques instants. Oui, il faut aller dans ce recueil de 1988 et dans lequel il y a deux autres auteurs. Oui, il y en a pas mal, hein, mais je me contenterai de citer ces deux autres poètes que j'apprécie beaucoup. De même, Marie-Claire Bancard et Jean-Claude Renard. Un autre fragment de Vénus dans quelques instants. Oui, c'est que ne pas m'en vouloir, mais lorsqu'il est question de rendre hommage à un écrivain qui vient de nous quitter, c'est mon vieux. Je n'ai jamais été un pédagogue exceptionnel, pour ça, sûr que non, hein, mais malgré tout, des formations pro, allez, pro entre guillemets, des formations pro, même entre guillemets, comme on dit. Ce côté didactique chez moi qui fait que j'ai tendance à vous proposer alors oui, dans ces cas de figure, je vous propose des séquences qui, sous forme de synthèse, s'agencent un peu comme si, alors que je sais très bien que ce n'est pas nécessairement le cas dans le chef de celles et ceux qui m'écoutent, mais un peu comme si vous n'aviez jamais entendu parler de l'intéressé. Et ce type d'exercice didactique aujourd'hui, ne pas m'en vouloir, mais j'ai appris le décès de Madame Vénus Kourigata. La nouvelle de sa disparition m'a laissé avec un sentiment âpre, particulièrement. Alors, je ne suis pas à ça, pour ce type d'exercice pédagogique, didactique, hein, fait à bon escient, je l'espère en général, mais aujourd'hui, je ne suis pas à ça, pour feu Madame Vénus Kourigata. Alors, en lieu et place, pourquoi pas vous, avant de vous lire cet autre fragment d'elle, pourquoi pas vous montrer, eh bien, des livres qui ont été écrits par des dames, deux dames au parcours ayant vécu des parcours, des destinées et ayant pour sûr évolué dans des époques, des environnements. On ne pourra que souligner, hein, chez l'une et l'autre, on ne pourra, en regard de l'une et l'autre, on ne pourra que les souligner. Comprenez les contrastes pour sûr. Commençons avec l'aîné, hein. Vous allez voir 2 livres, le second, je vous l'ai dé ce n'est pas la première fois, vous l'avez déjà vu, mais dans un numéro de FF qui n'est plus disponible, qui a été retiré de l'antenne, comme j'aime bien dire, comme autrefois. Hein, et oui, le 2e, ce n'est pas la première fois que je vous le montre, le plus récent. Nous allons commencer pour nos 2 dames, bien sûr, avec l'aînée, qui aurait pu être ma grand-mère. C'est que du côté maternel, oui, l'un et l'autre, ils avaient vu, le jour la même année. Je me souviens, en 1909, la même année, que nous parlons ici. Pour auteur, nous parlons de Raymond de Vincent et son livre sorti en 1937 et qui avait remporté le prix Femina 1937, ça s'intitule Campagne. Elle en venait de fait de cette campagne, de la campagne, je pense que c'est comme ça qu'on dit, hein, amis hexagonaux, encore une fois, corrigez-moi au besoin, de la campagne Berrichen, dans ce livre écrit par une dame dans les années 30, on l'a compris, du siècle dernier, mais qui dans les années 30, dans un premier temps, nous invitait à, déjà effectuer un bond de 20 ans en arrière, au début, à une époque qui doit correspondre au début, du premier conflit mondial, au fin fond de son Berry, pour sûr, dans son Berry à elle, dans son Berry profond, on fait la connaissance, d'une jeune femme qui vit en compagnie de sa grand-mère d'une façon, déjà pour l'époque, oui, déjà pour l'époque, qu'on aurait pu percevoir, comme une façon de vivre d'un autre âge, hein, et c'est pour dire. Si j'étais plus opportuniste, bon, déjà, hein, pour ce qui est, oui, le
le livre a obtenu, il est vrai, le prix Femina 1937. Madame Vincent nous a quittés en 1985. Le prix Femina en 1937. Et si en guise d'argument promotionnel, on vous soumet le parrainage de Paul Claudel, je ne sais pas si c'était vraiment le terme approprié, si on peut parler de parrainage à proprement parler sur le plan littéraire du chef de Claudel, mais c'est sûr qu'il avait fait comprendre à l'époque de la sortie du livre, après en avoir fait lecture, oui, on avait compris que son impression était dans l'ensemble des plus favorables à lui, à Paul Claudel, mais je ne sais pas si on peut dire pour autant qu'elle avait été parrainée par l'auteur du Soulier de satin, hein. Et si j'étais plus opportuniste que j'ai l'habitude de l'être en venant vous servir mes funestes Fred, peut-être que la première chose peut-être que d'ouverture, j'aurais dit ça. Si vous avez la fibre, entre guillemets, la fibre conservatrice, traditionnelle, il y a pas de mal, hein, oui, comprenez, il y a absolument pas, de mal aux yeux de votre serviteur, mais peut-être que, sur cette plateforme, si j'avais été quelqu'un de plus opportuniste, j'aurais ouvert le feu avec ça, en vous disant que si vous avez cette fibre, alors là, n'hésitez pas, il faut vous ruer en direction du livre de Raymond de Vincent, mais dans l'absolu, le livre a été réédité il y a 2 ans. C'était dans le cadre d'une collection qui se proposait de nous faire redécouvrir, et avec raison pour sûr, dans le chef de Raymond, des auteurs qui, avec les décades, les modes qui des fois se démodent, oui, le fil de ces modes, de ces fils qui se font et qui parfois, et tant mieux, comme ici en viennent ces fils qui en viennent à se refaire, ces fils qui se refont, et tant mieux, l'éditeur s'était proposé au moment de la réédition en grand, c'était son objectif, avec le livre de Raymond et d'autres, de nous faire redécouvrir des auteurs un peu oubliés avec le temps, et c'est déjà disponible en édition de poche. C'est chez J'ai lu, il y a un ruban promotionnel, pour nous, oui, dans l'hypothèse où on ne serait pas encore au courant, prix Femina 1937. Je vous montre la couverture, histoire de souffler une seconde. Édité chez, J'ai lu, c'est bon, si j'avais dû vous dire ça pour sûr, si, j'avais voulu, d'entrée me montrer, franchement opportuniste sur YouTube, à vrai dire, je n'en sais rien, mais, c'est sûr qu'on a beaucoup c'est d'abord la redécouverte, il est vrai, d'un autre temps, d'un autre âge, d'un autre temps, d'une autre façon d'écrire, mais qui aurait aussi, tout ça aurait aussi, pas mal à nous dire pour ce qui est de nous orienter vers le futur, hein. Je, dis là non plus d'une façon qui n'a rien d'opportuniste, et voilà pour Raymond de Vincent, et le livre suivant, c'est celui que je vous avais déjà montré. Mais non, non, franchement, je ne le fais pas exprès. La première fois que vous l'aviez vu, dans un funeste Fred, le résident actuel, de la Maison Blanche ne nous avait pas encore fait part des plans qu'il nourrissait en direction du Groenland. C'est de là qu'elle vient, Niviaq Corneliussen, avec son livre La vallée des fleurs. Il existe vraiment une vallée des fleurs là-bas au Groenland. Vous avez un cimetière avec les tombes, et sur les tombes des défunts, on vient, c'est une tradition en somme, là-bas, on vient déposer des fleurs en plastique
Niviac. La vallée des fleurs en plastique en somme, j'aime beaucoup. C'est le deuxième livre traduit dans notre langue de Niviac. J'ai pu voir qu'elle a fêté, et bon anniversaire à elle en retard, il y a quelques jours, c'était fin janvier, son 36e anniversaire. Niviaq, d'origine inuite, qui a d'abord écrit son livre dans cette langue, inuite, dans sa langue d'origine, avant de le traduire en danois. Son livre a d'abord été diffusé dans son Groenland natal et dans tout le Danemark, avant d'acquérir petit à petit une notoriété internationale. Hein, mais bon, sur le plan des ventes, c'est pas non plus Harry Potter, hein, et il y a pour sûr un certain seuil d'exigence. Je laisse de côté car personnellement, cet aspect-là, bon, outre le fait que je n'ai pas particulièrement à me sentir concerné, et moins encore de leçons de tolérance et de respect à recevoir, je ne me sens pas vraiment concerné. Je laisse de côté ceux qui s'empressent, si vous allez voir en moteur de recherche, d'associer certains de ces personnages à elle, à Niviaq, à cette suite d'initiales LG. Bon, je pense que vous avez compris. Perso, cet aspect-là, en tout cas, tel qu'on peut le ressentir de façon négative ou pas, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, c'est pas ce que je sens, ce que je ressens en premier à la lecture de Niviaq, pour sûr, c'est pas ce qui m'intéresse en premier. Et je vous ai dit que ce livre, je ne vous le remontre pas en lien avec l'actualité, mais je suis bien obligé de reconnaître que si l'on a envie de se faire une idée, son livre commence à être... Oui, on commence au Groenland là-bas à le faire lire dans les classes, tout doucement aussi, ça commence. Hein, sa notoriété petit à petit, alors on lui souhaite de faire une jolie carrière de romancière, l'une des révélations pour sûr de la scène littéraire scandinave de ces 10, 15 dernières années. On commence à faire, oui, je disais, on commence à faire lire son bouquin là-bas dans les écoles. Et si vous voulez vous faire une idée de la société groenlandaise, que vous soyez récemment découvert une passion, un attachement, oui, un attachement proche du fanatisme pour cette terre du Groenland, que jusque-là vous ayez éprouvé de la difficulté ou non jusque-là pour situer les intéressés sur une carte ou sur un globe terrestre, peu importe. Mais c'est sûr que si on veut se faire une idée de la vie là-bas, de la société, de la vie des jeunes, des adolescents, hein, et je sais que je ne devrais peut-être pas souligner cet aspect car ça ne réjouit guère, me dit-on, les algorithmes sur YouTube, mais vous savez ce mot qui, voilà, associé à la faim volontaire, commençant par S, c'est là-bas au Groenland, on estime qu'il y a le taux le plus élevé de S, 3 petits points de jeunes au monde, et Niviaq est passé par là à un moment donné, la tentation. La tentation a été forte chez elle et pas qu'à une reprise. Elle remonte jusqu'à son enfance. Il y a des aspects dramatiques dans ses livres, comme il y a des aspects beaucoup plus drôles, plus réjouissants, hein. Une écriture à la fois très... C'est surtout ça que je retiens, perso. Une écriture très fine et baroque, avec pour sûr un seuil d'exigence. Oui. Stylistiquement parlant, si je puis me permettre. Le livre de Niviaq, voilà, vous avez vu Campagne, eh bien, vous aurez vu et revu chez moi La Vallée. Et si Niviaq était réellement associé à ce, oui, pour parler carrément comme ça, à ce lobby machin chose, hein, tel qu'on peut le critiquer, qui, oui,
Tel qu'il est, on peut remarquer qu'il est tout de même, pour certaines choses, pour certains aspects, lorsqu'on s'aventure sur certains terrains, assez critiqué, par, pas mal d'intervenants sur cette plateforme, au sens où eux l'entendent. Si elle était comme ça, comprenez, si avec ses livres, elle était comme ça, elle aurait beaucoup plus de succès, elle serait, beaucoup plus distribuée, traduite, on la connaîtrait bien davantage. Je pense que vous avez saisi, donc au besoin pour aller au-delà, oh, je ne dis pas nécessairement pour aller au-delà des préjugés, mais de toute éventuelle, je dis bien éventuelle récupération. L'autre fragment, on reviendra à Niviaq. J'aurai l'occasion de vous donner ou de vous redonner un aperçu de sa façon d'écrire à elle. L'écriture de Vénus, à nouveau. Où est-ce que je les ai posés? Ah, c'est une calamité, tout de même, hein, mais bigleuse. Voilà. Pardon si je vous fais patienter, quelques instants. On va aller ici, oui, voilà. Je suis franchement désolé. Alors, nous retournons du côté, ces poèmes ont été rédigés, bon, j'ai dit que je n'entrais pas dans le détail, de la biographie de la production de Vénus aujourd'hui. Ces poèmes ont été rédigés, ultérieurement après un séjour mexicain, vous l'aurez deviné, ça je le dis tout de même, et dites-vous au besoin au passage aussi que Vénus Kurigata n'a pas écrit que dans ce registre, comprenez, inspiré par les civilisations anciennes, hein, les civilisations disparues telles qu'on a pu les rencontrer au fil de l'histoire. Alors, il y a ceci aussi qui est très bien. Tu portes tes flèches dans ta gorge. Ça fait partie, je ne l'ai pas dit, d'un ensemble. Vous avez, oui, vous avez les Toltecs et après vous avez les Mayas, d'un ensemble de poèmes regroupés sous le titre des Mayas laboureurs du rien. Mayas laboureurs du rien. Tu portes tes flèches dans ta gorge et ton cœur à ta ceinture, suspendu sur ton rein. Tu guettes lune et tigre, tapis dans une entaille du roc derrière ton dos. La nuit traîne ton village vers l'aube et déplie ta case dans le sens de la montagne. Ta flûte à ras du sol formule ton nom par une note enrouée. La nuit devenue plus lente, tu assois la lune sur tes genoux et appelles le tigre par ce cri d'eau qui étrécit l'étang. Les canards qui instituent les deuils ramassent tes plumes après avoir capturé la lune et fait évader le fauve. Ce même vent, depuis 1000 ans, fait frémir ta coiffe d'argile dans cette vitrine du musée de Mexico. L'étang a rejoint la mer et ton sang a altéré la soif d'un cachalot. Reste ta case pliée dans la main du soir et ce village qui glisse de continent en continent. Bouche rivée au fleuve. Tu laisses passer les jours pauvres et les tamariniers dans leurs bandelettes. Ta case grandit derrière ton dos et dévore le soir avec son cortège d'insectes et d'enfants sortis du jonc. Bien sûr qu'il y eut cette pluie, la première, la dernière aussi, qui fit craquer les épaules du maïs et raccourcit les nuques des morts. Le temps de te retourner, tes murs arpentaient déjà le désert pour se reconstituer plus loin en amas de rien. Bien sûr que la vase referma son piège sur ta langue. Lorsque la source retira son eau du circuit, laissant un site aussi fendu que femme désherbée. Et encore un peu plus court, si ça vous dit toujours, provinces tributaires et petits États éclosent sous les pas des caravanes. Deux côtes se tournent le dos en fixant deux océans.
le Pacifique de Cihuatlán et l'Atlantique de Tocpan n'ont jamais rencontré les gens du sable et leur parlé nahuatl. Désert nocturne en plein midi, sud, ô combien monotone avant de devenir nord d'un autre arrière-pays. La lune qui dévale les prairies saute barrière et s'assoit à califourchon sur les branches et hennit jusqu'au cœur des dormeurs. Vénus corrigata. Alors, vous savez, je disais dans un numéro il n'y a pas longtemps, je vous parlais de mes goûts assez contrastés, là aussi c'est le moins qu'on puisse dire, éclectiques, hein, ce n'est pas interdit non plus, éclectique sur le plan musical. Et dans cette collection, une nouveauté, oui, un bouquin paru il y a environ une petite semaine. C'est dans cette collection chez Actes Sud dont à plusieurs reprises, je vous ai dit, ouais, je vous ai dit et redit le plus grand bien au sujet de la collection sur les musiciens chez Actes Sud. Et un nouveau volume vient de paraître qu'on doit à monsieur Jean-Philippe Thiellet, et pour notre artiste, notre musicien. Peut-être allez-vous rapidement l'identifier si je vous dis, allez, repère 1895, ou comme chez nous en Belgique, 1895, 1900. Là, c'est la même chose chez les deux. En Belgique et en France, c'est pareil. 1895, 1982. Il voit le jour en 1895 en Bavière, un Bavarois. Il grandit dans une famille bavaroise catholique et conservatrice. Il est passionné par l'Antiquité et le Moyen Âge, la mythologie, la philosophie. Et c'est à 40 ans qu'il connaît son premier grand succès musical qui va assez rapidement, avec le temps, s'avérait international. Un des plus grands succès mondiaux de son siècle. Je pense qu'à ce stade, oui, que vous ayez quelques heures de vol ou pas, hein, en musique savante, comme on dit, je préfère le terme, et tant pis si ça fait encore plus pompeux, à celui de musique classique, classique somme toute ne renvoyant qu'à une époque précise de l'histoire. Ben oui, hein, classique, je ne sais, 1650, 1750, dans ces eaux-là. Le classique classique, qui n'est pas d'ailleurs ce qui est le plus écouté de votre serviteur, hein, ce qui n'empêche pas que lorsque je m'y mets en intensité, hein, est-ce que le nombre d'écoutes des fois importe en musique savante? Et c'est le cas de ce compositeur, que je ne peux pas prétendre avoir énormément écouté dans sa vie. Avec l'édition de ce bouquin, c'est sûr, là, je vais m'y remettre, mais à certaines époques pour sûr, et avant de dévoiler au besoin son identité, ça arrive dans quelques secondes, j'aimerais un autre détour, si vous permettez. Un petit détour dans le passé de votre serviteur. Nous allons nous rendre à la rentrée 1987. La rentrée de l'an 87 du siècle dernier. Si vous étiez déjà là, si vous avez connu les années 80, je ne sais pas si vous avez ressenti les choses comme moi, et chez moi, peut-être sont-elles influencées par ce contact, allez, encore entre guillemets privilégié, oui, que j'ai pu avoir avec le monde de l'audiovisuel, en quelque sorte privilégié pour l'époque, pour sûr, d'une certaine manière. Ce l'était, hein, notamment dans le monde des radios libres, des radios privées, et on avait le sentiment, pour ce qu'on avait pu sortir de meilleur en mainstream, et pas seulement dans l'ensemble, que pour les années 80, l'année 1986, c'est la réflexion que je me faisais il y a quelques jours. Vous ne serez pas d'accord, vous serez d'accord, mais il me semble que l'année 1986, sur le plan de la production, les années 80 auront plafonné 87, et si je me reporte à l'année 87,
Je revois cette époque comme celle d'un retour, nous n'allons pas dire à la grisaille, mais comme un retour à l'ordre, comme oui, comme si la partie finie de rire, comme si la partie était finie, un retour à l'ordre, un retour à, davantage de sérieux, hein, la chose l'impression qu'on prenait aura certainement été oui, cette impression aura certainement, au niveau aura subi l'influence du fait que, j'avais vécu un transfert. On avait bien fait, on m'avait changé d'école. Je venais tout juste, d'avoir 15 ans. À la rentrée 1987, on m'avait changé d'établissement scolaire et oui, en plus de ça, hein, ça avait dû renforcer cette sensation qu'une ère oui, fini de rigoler, fini de rire, que l'essentiel à tort de tout ce qui était passé, à tort comme à raison, dans le de ce que les années 80 avaient pu, apporter d'essentiel à tort ou à raison jusque-là, c'était passé et qu'une nouvelle ère commençait. Peut-être que cette impression, elle était renforcée chez moi par le fait de m'être retrouvé dans une école, bon, où ça rigolait, je dois dire, nettement moins. Mais votre serviteur, il a bien fait, il n'a pas bien fait, il s'est accroché, hein, et c'est à bien réfléchir. Oui, peut-être que dans le fond, ça, on s'en fiche, mais c'est peut-être de s'être accroché à cette époque que j'ai la possibilité, le soir, d'aménager des heures où je peux vous enregistrer mes funestes frettes. Alors oui, ça rigolait pas et je me suis accroché et c'était une époque, ça n'a pas été tout seul non plus, hein. Je n'ai pas vécu de brimades, de persécutions, mais j'ai ressenti quelques difficultés, pour ce qui était de m'intégrer au départ dans mon nouvel établissement. Mais après, bon, tout s'est merveilleusement, je dois dire, arrangé avec ben oui, une merveilleuse bande de potes, de copains, même si on s'est beaucoup perdu de vue avec les années, hein. Si jamais vous tombez sur moi, salut les gars, et j'écoutais, oui, j'avais besoin d'écouter beaucoup Karl Orff, la musique de Karl Orff, j'en raffolais à l'époque de la rentrée 1987, comme si c'était vraiment la bande son à la fois d'une époque et de ma vie, de l'époque que nous vivions historiquement. La fin des années 80, oui, on venait d'amorcer la fin des années 1980. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous rappeler les événements majeurs qui survinrent à la fin de cette décade. On y faisait encore allusion il n'y a pas longtemps, et ce que je vais dire pourrait renvoyer de même au contenu de notre numéro précédent, à notre hommage là que nous rendions à l'historien Michael Parenti, qui lui aussi vient de prendre congé, de nous quitter, de prendre congé de nous. Oui, je ne vous rappelle pas, je ne vous fais pas l'insulte, l'affront de vous rappeler ce qui survient à la fin. Dans le second semestre de l'année 1989, je suis témoin, à ma manière, comme tous les contemporains de l'époque, je suis témoin à ma façon des événements au travers de l'actualité. Et puis, je prends quelques années de plus, pas énormément, et je tombe sur un texte de présentation d'un bouquin d'un homme politique français célèbre, peu importe. Oui, tout de même assez célèbre, plutôt retiré maintenant, je crois, mais assez connu. De droite ou de gauche, peu importe, je crois que ça ne signifiait plus déjà grand-chose, pour l'époque. Et ce qui m'avait frappé là-dedans, c'était, ce passage où, oui, on disait que l'auteur, le politicien, nous faisait remarquer qu'en somme, nous avions et lorsqu'on disait «nous», il fallait entendre, bon, le monde, l'humanité par extension, allait savoir, oui, que nous avions renoncé historiquement aux bonnes résolutions qui nous avaient fait opter un temps pour le marxisme. On va laisser de côté aussi pour ça aujourd'hui la question du débat sur le marxisme, si c'était bien ou pas bien, hein, ce n'est pas au cœur de ce numéro. J'insiste, à l'époque, c'est le début qui m'avait franchement impressionné.
L'abandon des bonnes résolutions. Donc on avait laissé tomber les bonnes résolutions. Plus de bonnes résolutions désormais, pour l'avenir. Je faisais allusion à essayer de, penser un petit peu en direction de l'avenir, si tant est que ce soit encore possible de nos jours. Mmh, oui, dans l'absolu autorisé, comme je disais, essayer de penser des synthèses, constructives. Mais bon, voilà, je reviens à cet abandon des bonnes résolutions et sur le coup, je me disais: «Voilà, nous entrons, une ère nouvelle qui commence, hein, et cette fois, nous entrions, il fallait croire là, dans un monde de totale décomplexion, du plus complet cynisme et ça m'a forcément renvoyé à la musique de Karl Orff, de la musique d'Orff telle qu'elle agissait sur moi, ce à quoi j'étais habitué pour ce qui était de l'associer. Je me suis dit: «Là encore, ça pourrait être la bande son idéale, toute trouvée de notre époque». Hein, l'entrée dans le cynisme, dans, un cynisme qui, immanquablement faisait songer à certains passages profanes des Carmina Burana, de son œuvre la plus connue, moi dont la version préférée, la version scénique préférée, j'arriverai bien à la retrouver un jour. Je n'y suis pas encore parvenu, mais, ma version scénique préférée, des Carmina, Burana, c'est celle où vous aviez, scéniquement sur scène, vous aviez des personnages, vous aviez la musique et sur scène, vous aviez des personnages, des danseurs qui avaient revêtu pour costume, les attributs des tableaux de Jérôme Bosch. Jérôme Bosch plus Karl Orff, en sus, de cet abandon des bonnes résolutions, de ce temps, du cynisme et de la décomplexion venue. C'était la bande son idéale. Bon, je pense que, vous avez saisi, Mmh, j'estimais, plutôt une bonne chose de vous rapporter ça avant de vous montrer le livre qui vient de sortir chez Actes Sud. Jean-Philippe, je vous le montre, le livre de Jean-Philippe Thiellet. Non, non, cette fois, je les ai. Karl Orff, avec une photo de Karl Orff, au crépuscule, au soir, mmh, de son séjour parmi nous autres. Jolie collection, hein, sur le plan conceptuel aussi, pour le contenu et pas que sur le plan conceptuel aussi, la collection des grands compositeurs d'Actes Sud. D'entrée, Jean-Philippe, l'auteur, il se pose, d'entrée cette question: est-ce que c'était ben, lui, il se demande si c'était une bonne idée, le concernant, de consacrer un livre de cette collection à un musicien qui, contrairement aux autres dont on traite, ceux dont on traite habituellement, ont réussi à se faire connaître sur une ar u oui, en tant que classique, oui, dans ce sens-là, qui se sont fait connaître sur une assez large extension de leur production musicale, alors que Karl Orff, ben, vous allez peut-être me dire, qu'il est l'homme d'une seule œuvre, hein, peut-être, que vous fassiez ou non partie de celles et ceux qui, jusqu'à présent, croyaient qu'il n'avait rien fait d'autre que ça, que Carmina Burana, créé en Allemagne en 1936, pour la première fois, et ben, en fait, il a fait c'est qu'il a fait autre chose, mais il reste dans l'esprit de beaucoup, si on devait adopter une formule, sans se la péter, sans se vouloir non plus davantage, opportun ou opportuniste à l'anglo-saxonne, un, oui, un one man work, oui, bon allez, on abandonne. C'était un mauvais plan, mais vous avez saisi l'homme d'une seule œuvre. Non, il n'a pas fait. C'est qu'il n'a pas fait que ça, mais beaucoup le Karl Orff, beaucoup le connaissent sa musique, sans, nécessairement savoir qui c'était, que c'était de lui, hein. Je peux faire allusion, là, je peux citer, que ce soit dans des films, Carmina Burana dans des films comme Excalibur de Bormann, Fortuna Imperatrix Mundi, c'est le morceau d'ouverture et qui est repris de clôture dans les Carmina Burana.
de Karl Orff. Oui, dans le film de John Borman, ou alors il y avait cette émission, vous avez peut-être connu, c'est pour les plus vieux comme votre serviteur à la TV française, les histoires naturelles. Le générique, c'était ce long passage instrumental avec des cuivres qui, du temps du vinyle, se trouvaient plutôt vers la fin de la face A des Carmina Burana. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça? Histoire naturelle, ou Michael Jackson, le tour, c'était le Dangerous Tour de 1991 en ouverture de ses prestations live. Et alors, la Jackson, les ayants droit, ils ont très rapidement rappliqué. Et 2 ans plus tard à peine, c'était réglé. Et à ce que j'ai pu comprendre aussi, c'était réglé et c'était salé, Fortuna Imperatrix Mundi, la fortune souveraine du monde. Eh ben voyons, là encore, bon, laissons. Lui aussi, Jackson, laissons-le, mais c'était pour vous donner quelques idées d'utilisation, hein. Tout le monde connaît Orff sa musique sans nécessairement savoir que c'est de lui. Alors il n'a pas fait que ça. Le coffret, ce coffret, j'ai toujours eu un doute. Je me demande, on va tout de même le mettre dans même s'il y a une controverse, on y arrive autour de notre homme, on va tout de même le mettre dans le remettre dans le bon sens. Et j'étais pas obligé non plus de le faire tanguer de la sorte, mais dans le cœur de la postérité, ça a tendance à tanguer, mais j'y arrive. Pour vous dire qu'il n'a pas produit que Carmina Burana, ce coffret, oui, j'ai toujours eu des doutes, c'est vraisemblablement un côté pirate. J'en avais fait l'acquisition dans une Fnac il y a longtemps pour une bouchée de pain, et il y a tellement peu d'indications précises. On me dit pour ainsi dire rien, à part Made in the communauté européenne. Voilà, c'est franchement Membrane. Je ne sais pas si vous connaissez, si c'est un label reconnu, si c'est autre chose qu'une édition pirate. Et là-dedans, il n'y avait pas tout, mais toutes les grandes œuvres. Vous aviez Carmina Burana, bien entendu. C'est toujours, je ne vais pas vous les montrer un à un, c'est toujours la même photo qui était reprise. Après Carmina Burana, il sait qu'il n'a pas fait que ça. Après Carmina Burana, il y avait les Catulle. Carmina sur des poèmes de Catulle, pardi. Catulle Carmina, et puis pour terminer, là, pour clôturer ce qu'on voit comme la trilogie des triomphes, ou les triomphes d'Orff, il y avait la troisième partie, et c'est le triomphe d'Aphrodite. Venait ensuite, alors mon mauvais allemand dit Klug et Dermand, qui ça doit signifier le sage et la lune, avec une apparition, oui, une apparition en guest star pour cantatrice Elisabeth Schwarzkopf, qui avait participé à l'enregistrement. Et, c'était, voilà, je ne sais pas si c'était un pirate ou non le coffret, mais tous les enregistrements, c'était du costaud. Les triomphes sous la direction de Jan Jokum, un de mes chefs d'orchestre allemands préférés. Si vous ne saviez pas avec quel chef commencer pour les triomphes d'Orff, Jokum, allez vers Jokum, je pense qu'on n'a pas fait mieux, hein. Et il a encore composé, là, à partir de maintenant, ce sont des albums doubles sur des textes de Friedrich Hölderlin, Antigone, et puis vous aviez Oedipus der Taran, et pour terminer, ils avaient mis, oui, pour ne pas se priver, une autre version, mm, une autre version enregistrée quelque part par des exécutants bavarois, une autre version des Carmina Burana. Ce n'était pas tout Orff, mais tout de même une part considérable de sa production. Il y a l'aspect donc de l'homme d'une seule œuvre. Vous savez, au besoin, vous avez des éléments. Vous savez que penser là-dessus. Et le deuxième point, la controverse, évidemment. Karl Orff après 1945.
Oui, ce qui est perçu comme ses compromissions avec le régime du, 3 Reich dont il a été pour sûr, oui, il était vu, comme ça, par les responsables du Troisième Reich comme l'un des compositeurs officiels, pour sûr bien vu, très bien vu dans l'ensemble par le régime et à un moment donné rémunéré aussi par le 3 Reich. Mais j'y arrive, chaque chose en son temps. Ce que moi je me souviens d'un ami, pour cette raison, il ne pouvait pas l'encadrer, Karl Orff, aussi bien humainement qu'artistiquement. Un ami guitariste et bassiste, musicologue, il ne pouvait pas, oui, il ne fallait pas lui parler de Karl, mais dites-vous bien que, que vous pensiez comme mon ami ou pas, si vous, quel que soit votre degré de réserve, ce livre n'a rien de complaisant. Je vais vous donner les titres des 3 parties, de la partie biographique. Je pense que ça dira tout sur l'esprit critique qui a animé, pardon, qui anime l'auteur. La première partie, bon, vous me direz, c'est assez courant, hein, ça se rencontre assez couramment. Ça s'intitule, pour la partie qui va jusqu'aux années 1930, l'intellectuel marginal. J'étais sur le point d'avoir un trou, l'intellectuel marginal, et après, pour la partie, sous le Troisième Reich, l'opportuniste, et pour la partie après 1945, le manipulateur. On fait, à mon sens, plus complaisant, rien qu'à énumérer comme ça. On fait plus complaisant. Et on ne va pas disséquer le dossier. Le dossier, si vous voulez vous faire une idée, le dossier, il est très bien traité par notre auteur, par Jean-Philippe, dans son livre. Allez y voir, on apprend beaucoup de choses sur comment se sont déroulés les interrogatoires, les commissions en matière de dénazification à la fin du second conflit mondial et juste après, hein. Et lorsqu'il s'agissait d'artistes comme notre homme, vous deviez comparaître, il y avait en général 3 bons hommes, vous vous présentiez devant 3 bons hommes, un psychiatre, un psychologue, et un troisième qui était censé, émanant vraisemblablement des services secrets, qui était censé avoir une bonne connaissance, être bien renseigné sur le fonctionnement des institutions et des organismes, des organisations du Troisième Reich. Et en 1945, Karl Orff s'est présenté devant l'une de ces triades, l'une de ces commissions. Ce serait intéressant que je vous lise un passage relatif à cette époque, hein. Je vous dis, hein, nous, on ne va pas débattre, il n'y aura pas de... Je ne donnerai pas de point de vue arrêté là-dessus, mais je peux déjà vous rapporter ceci qui est très intéressant sur le plan historique, de manière systématique. Écrit Jean-Philippe, l'évaluation reposait sur le classement des personnalités en 4 catégories. White A, en américain, en anglais blanc A, pour les anti-nazis actifs, ou les personnes qui avaient été victimes de représailles du fait d'une opposition claire au régime. White B, blanc B, pour les anti-nazis passifs. Et puis, vous aviez grey C ou gris C pour les personnes compromises avec le parti nazi, distingué en gris acceptable pour ceux qui n'avaient pas manifesté d'adhésion franche à la doctrine nazie, ou gris inacceptable. Donc il y avait gris acceptable comme il y avait gris inacceptable. Au-delà de cette coloration, la chose se compliquait pour les incriminés. Vous aviez Black D ou E, hein, noir D ou I, caractérisé des membres actifs du NSDAP, le parti NS, ou des non-membres particulièrement engagés au soutien des thèses et des agissements hitlériens. Pour eux, l'accès à un emploi public, à une fonction telle que la direction d'un orchestre et même la perception de droits d'auteur était exclu. Et Orff, lui, il s'en est tiré avec un gris C. Il a eu un gris C. Donc,
Oui, ce qu'on peut voir pour sûr comme un blâme, mais il s'agissait de la catégorie des gris acceptables. Ça le suivra toute sa vie. On rapporte, évidemment, c'est très difficile pour nous, d'aller vérifier, qu'il en a tout de même, oui, que ça l'a suivi jusqu'au bout aussi sur le plan des dépressions, hein. Il aurait beaucoup souffert de dépression, de repenser au sort à cette époque-là, de personnes qu'il avait connues et qu'il n'avait pas été à même de protéger, ou de certaines fois où il aurait préféré, tout de même faire autre chose que fermer sa gueule. Bon, hein, complexe en vérité ce débat, vous allez me dire, et ce serait intéressant, d'aller voir un petit peu quelles ont été les réactions, c'était au mois de mars 1982, quelles ont été les réactions dans les médias et dans la profession musicale aussi, au moment, sa disparition. Maintenant que je vous ai lu ce fragment historique, hein, oui, c'était intéressant tout de même, il me semble. Alors oui, Karl Orff, le monde apprend sa mort en mars 1982, et il y a ces inconditionnels, nous allons dire ces inconditionnels purs durs, qui aujourd'hui encore estiment qu'il aura toujours été, toutes époques confondues, oui, oui, apolitique, vous avez bien entendu, hein, estime qu'il aurait toujours été à percevoir de la sorte, apolitique, et qu'ils ajoutent ou non ensuite, comme j'ai pu le lire, des fois, que Karl Orff aurait été le plus grand auteur de la scène allemande, dramatique dans le champ musical depuis, Wagner. Ce qui, bon, peut laisser quelque peu interloqué, hein, qu'ils ajoutent ça ou non après sur le plan, de ces défenseurs hardcore, nous allons dire, pour utiliser un terme dans le vent, allez, ces fans hardcore qui, nous invitent à voir en lui même un modèle d'irréductibilité de l'art, oui, du processus créatif de l'artiste vivant en régime dictatorial. Et puis, aux antipodes, il y a ceux qui estimaient carrément qu'Orff avait, créé carrément une esthétique musicale tout à fait nazie, hein. Mais sur la base de quoi avançait-il ça, hein? Et ça devenait un petit peu compliqué pour eux après, lorsqu'on les invitait au-delà peut-être de son agressivité, de sa violence sonore relative. Je ne sais pas sur quoi il se basait. Ce serait peut-être mieux d'aller faire un petit tour du côté de ce que fut la réaction d'Hans Werner Heinz, décédé en 2012, autre compositeur allemand. Et là, Hans aurait déclaré à la BBC sur le type de musique que voilà, le compositeur Hans Werner Heinz, peut-on lire dans notre bouquin, interrogé par la BBC sur le type de musique que le régime nazi promouvait. À partir de maintenant, on dira NS, hein, ok, vous avez saisi. Interrogé sur le type de musique que le régime, que le NS promouvait, est très clair. Hens disait il voulait créer une sorte de musique néo-germanique ou néandertalienne, dont Karl Orff est l'un des représentants les plus remarquables. Ils auraient aimé, les NS, avoir plus de Orff. Bon, ça, c'était l'avis nuancé, hein, plus nuancé d'Hans Werner Heinz, néo-germanique. C'est quand il commence à employer ce terme de néo-néandertalien, néo-préhistorique, que ça commence à faire un peu bizarre le concernant. Et alors, le journal allemand, Die Zeit, je pense l'avoir dit comme il le faut, Die Zeit, a écrit au lendemain du décès de Karl Orff ceci: renvoyé, pour en finir sur ce point, renvoyé à votre appréciation. Die Zeit écrivait, il y a 40, oui, ça, donc on est en 44 ans. Il y aura bientôt 44 ans. L'organe de presse allemand écrivait au décès de Orff:
Qu'en 1942, Orff ait reçu une subvention de 2000 Reichsmark du ministère de la Propagande, que la commande de l'Opéra d'État de Vienne pour Antigone ait été signée par Baldur von Schirach, celui des jeunesses hitlériennes, qu'à l'automne, je continue hein, l'inventaire, qu'à l'automne 1944, lorsque le ministère de la Propagande lui a demandé une déclaration d'attachement au Führer, il est envoyé une ode latine à Horace, avec un appel à la persévérance. Toutes les personnes sollicitées n'ont pas répondu. Eh bien, voilà, tout cela inventorié, le ZIT terminé par des choses pires se sont certainement produites au cœur des 1000 dernières années. Mmh. À votre appréciation. Mais si je peux me permettre, je pense que par les temps qui courent sur le sol de la fédération allemande, on doit rencontrer tout de même des individus, parés jusqu'en des temps récents par les 2 tiers de notre opinion publique des plus hautes vertus. Si, si, hein, sur le sol de cette fédération allemande, on doit rencontrer des individus qui, sur le plan des incidences, les incidences de leurs actes, oui, je les estimerais tout de même moins fréquentables que Karl Orff en son temps, en tant que tel, dans l'ensemble, sans rien dire de je ne reviens pas sur les vétérans du mouvement Peace and Love, quand ils arboraient certains insignes hérités directement de l'expérience, NS chez les ukro-atlantistes. Là-bas, les Peace and Love avec ces symboles NS, s'affichant fièrement. Dire que hier, bon, c'était pas vraiment, vous me direz, ce n'est pas vraiment comparable, mais je tombais à, oui, au dossier Karl Orff, mais je tombais sur une interprète, une cantatrice, une artiste que j'apprécie énormément ce qu'elle fait. Et hier encore, je la voyais donner dans le panneau de cet humanitarisme interventionniste, comprenez, cette ingérence humanitaire, humanitariste surtout, la plus active, émotive, complètement dans l'émotif et dans l'irrationnel de la façon la plus hâtive. Oh grand Dieu! Mais bon, ça ne changera rien, hein, vous me direz. Mais en regard de ça, est-ce qu'il faut rétrospectivement, en 2026, s'acharner à la manière de mon ami, à adopter pour, comportement adéquat, celui qui était avec mon respect à l'adresse de mon ami qui oui, l'attitude qui était celle de mon ami, est-ce qu'il faut s'acharner, en d'autres termes, est-ce qu'on doit en 2026, un petit peu en regard de tout ce que je viens de faire observer, s'acharner outre mesure sur Karl Orff, pardonnez-moi. Et c'est que sa dernière œuvre importante, ça s'appelait la comédie, ce n'est pas dans le coffret que vous avez vu, hein, Temporum fine commedia, la comédie de la fin des temps, quand je vous parlais, d'une bande son pour un vécu, pour une époque dont on cultivait un certain souvenir dans sa tête, hein, en quête d'une bande son idéale dans cette direction-là, celle d'Orff, pourquoi pas? Et entre autres de sa dernière œuvre, appelée La comédie de la fin des temps. Basée, dit-on, elle était basée sur Origène. Il avait mis une dizaine d'années, elle ne dure pas plus d'une un peu plus dans l'ensemble, elle fait un peu plus d'une heure, comme ce sera le cas de notre numéro aujourd'hui, à peine un peu plus d'une heure, mais il avait travaillé 10 ans là-dessus, de 1960 à 70 avant
s'associer avec Herbert von Karajan pour la créer à Salzbourg, au festival de Salzbourg en 1973 et cette œuvre difficile d'exécution et pas la plus facile non plus, de l'artiste n'aura été à tout casser, elle n'aura été oui, on ne leur a donné qu'une demi à tout casser, une demi-douzaine de fois, en Allemagne, toujours en Allemagne. La dernière fois, c'était en 2022. J'ai vu qu'il y avait eu une reprise de cette comédie de la fin des temps de Karl Orff. Toujours en Allemagne, les représentations, sauf une à Moscou en 2007. La seule hors Allemagne, c'était en Russie, à Moscou en 2007. Et l'association, c'était, vous l'aurez compris, l'association pour en terminer avec ce sujet, une bonne fois pour toutes aujourd'hui, l'association des somme toute, des 2 représentants de la scène musicale allemande, politiquement, historiquement les plus controversés de l'après 1945, qui, voilà, unissaient leurs forces pour cette comédie apocalyptique en 3 parties. Vous aviez d'abord les allez écouter, hein, on la trouve, facilement. Herbert von Karajan à la tête des exécutants, des ex oui, ça réclame, des effectifs énormes aussi, c'est peut-être pour ça qu'on ne la joue pas, qu'on ne la donne pas très souvent. Au départ, vous avez, les sibylles qui, viennent annoncer fatalement la fin des temps et puis vous avez la partie des anachorètes qui nous informent, de ce qu'il y aura comme quelques rachats, du côté des démons, de ceux qui ont fauté et on a coutume de dire chez les commentateurs de l'œuvre, le passage le plus impressionnant, c'est vrai que c'est pas mal. En effet, comme passage, le passage le plus impressionnant de ce Temporum Fine Commedia serait le moment où vous avez proféré par Satan: «Mon père, j'ai péché», hein et la philosophie, d'origine de ce patristique alexandrin, a stipulé qu'il y avait un rachat, possible pour Satan lui-même, pour Satan en personne, Karajan et Orff. Entendait-il se faire pardonner? Je n'en sais absolument rien. Je vous laisse, trancher comme vous voudrez. Alors, je pense que j'ai lu, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. J'avais prévu de vous lire un peu de Romain Rolland, sur la musique, mais je pense que ça ira comme ça. Oui, on en a fait assez pour aujourd'hui, 1 heure tout juste. Karl Orff par Jean-Philippe Thiellet, c'est dans le domaine musical, dans le champ musical, dans le champ artistique, la nouveauté de ce mois de janvier 2026. Je ne sais pas si j'ai à me faire, pardonner, quoi que ce soit, de venir poster, sur cette plateforme comme je le fais avec régularité, mais pour sûr, je vous retrouve avec plaisir dans une petite semaine. Pas interdit de s'abonner, d'activer la cloche pour être mis au courant de nos prochaines, productions. De liker aussi, de partager, mais il va sans dire, ce n'est nullement un ordre depuis la commandature ou ailleurs. Non, ça, c'était franchement pas nécessaire. Allez, bye bye, à bientôt.